Bonsoir, vous êtes sur Voix Nocturne, l'endroit où ma voix vous accompagne doucement vers le sommeil. Laissez le calme s'installer. Ce soir, la deuxième partie d'une nouvelle de Guy de Maupassant, le Horla. Si vous n'avez pas encore écouté la première partie, je vous invite à commencer par celle-ci, en cliquant directement sur la vidéo qui s'affiche à l'écran. 6 août. Cette fois, je ne suis pas fou. J'ai vu. Je ne puis plus douter. J'ai vu. J'ai encore froid jusque dans les ongles. J'ai encore peur jusque dans les moelles. J'ai vu. Je me promenais à 2 heures, en plein soleil, dans mon parterre de rosiers, dans l'allée des rosiers d'automne qui commence à fleurir. Comme je m'arrêtais à regarder un géant des batailles, qui portait 3 fleurs magnifiques, je vis distinctement, tout près de moi, la tige d'une de ces roses se plier, comme si une main invisible l'eût tordue, puis se casser, comme si cette main l'eût cueillie. Puis, la fleur s'éleva, suivant une courbe qu'aurait décrite un bras en la portant vers une bouche, et elle resta suspendue dans l'air transparent, toute seule, immobile, effrayante tache rouge à 3 pas de mes yeux. Éperdu, je me jetai sur elle pour la saisir. Je ne trouvai rien, elle avait disparu. Alors, je fus pris d'une colère furieuse contre moi-même, car il n'est pas permis à un homme raisonnable et sérieux d'avoir de pareilles hallucinations. Mais était-ce bien une hallucination ? Je me retournai pour chercher la tige, et je la retrouvai immédiatement sur l'arbuste, fraîchement brisée entre les 2 autres roses demeurées à la branche. Alors, je rentrai chez moi l'âme bouleversée, car je suis certain, maintenant, certain comme de l'alternance des jours et des nuits, qu'il existe près de moi un être invisible qui se nourrit de lait et d'eau, qui peut toucher aux choses, les prendre et les changer de place, doué, par conséquent, d'une nature matérielle, bien qu'imperceptible pour nos sens, et qui habite comme moi sous mon toit. 7 août. J'ai dormi tranquille. Il a bu l'eau de ma carafe, mais n'a point troublé mon sommeil. Je me demande si je suis fou. En me promenant, tantôt au grand soleil, le long de la rivière, des doutes me sont venus sur ma raison. Non point des doutes vagues comme j'en avais jusqu'ici, mais des doutes précis, absolus. J'en ai vu des fous. J'en ai connu qui restaient intelligents, lucides, clairvoyants, même sur toutes les choses de la vie, sauf sur un point. Ils parlaient de tout avec clarté, avec souplesse, avec profondeur, et soudain leurs pensées, touchant l'écueil de leur folie, s'y déchiraient en pièces, s'éparpillaient et sombraient dans cet océan effrayant et furieux, plein de vagues bondissantes, de brouillards, de bourrasques qu'on nomme la démence. Certes, je me croirais fou, absolument fou, si je n'étais conscient, si je ne connaissais parfaitement mon état, si je ne le sondais en l'analysant avec une complète lucidité. Je ne serais donc, en somme, qu'un halluciné raisonnant. Un trouble inconnu se serait produit dans mon cerveau, un de ces troubles qu'essayent de noter et de préciser aujourd'hui les physiologistes, et ce trouble aurait déterminé dans mon esprit, dans l'ordre et la logique de mes idées, une crevasse profonde. Des phénomènes semblables ont lieu dans le rêve, qui nous promènent à travers les fantasmagories les plus invraisemblables, sans que nous en soyons surpris, parce que l'appareil vérificateur,
parce que le sens du contrôle est endormi, tandis que la faculté imaginative veille et travaille. Ne se peut-il pas qu'une des imperceptibles touches du clavier cérébral se trouve paralysée chez moi ? Des hommes, à la suite d'accidents, perdent la mémoire des noms propres, ou des verbes, ou des chiffres, ou seulement des dates. Les localisations de toutes les parcelles de la pensée sont aujourd'hui prouvées. Or, quoi d'étonnant à ce que ma faculté de contrôler l'irréalité de certaines hallucinations se trouve engourdie chez moi en ce moment. Je songeais à tout cela en suivant le bord de l'eau. Le soleil couvrait de clarté la rivière, faisait la terre délicieuse, emplissait mon regard d'amour pour la vie, pour les hirondelles, dont l'agilité est une joie de mes yeux, pour les herbes de la rive, dont le frémissement est un bonheur de mes oreilles. Peu à peu, cependant, un malaise inexplicable me pénétrait. Une force, me semblait-il, une force occulte m'engourdissait, m'arrêtait, m'empêchait d'aller plus loin, me rappelait en arrière. J'éprouvais ce besoin douloureux de rentrer, qui vous oppresse, quand on a laissé au logis un malade aimé, et que le pressentiment vous saisit une aggravation de son mal. Donc, je revins malgré moi, sûr que j'allais trouver, dans ma maison, une mauvaise nouvelle, une lettre ou une dépêche. Il n'y avait rien, et je demeurai, plus surpris et plus inquiet que si j'avais eu de nouveau quelque vision fantastique. 8 août. J'ai passé hier une affreuse soirée. Il ne se manifeste plus, mais je le sens près de moi, m'épiant, me regardant, me pénétrant, me dominant et plus redoutable, en se cachant ainsi que s'il signalait par des phénomènes surnaturels sa présence invisible et constante. J'ai dormi pourtant. 9 août. Rien, mais j'ai peur. 10 août. Rien. Qu'arrivera-t-il demain ? 11 août. Toujours rien. Je ne puis plus rester chez moi avec cette crainte et cette pensée entrée en mon âme. Je vais partir. 12 août. 10 heures du soir. Tout le jour, j'ai voulu m'en aller. Je n'ai pas pu. J'ai voulu accomplir cet acte de liberté, si facile, si simple, sortir, monter dans ma voiture, pour gagner Rouen. Je n'ai pas pu. Pourquoi ? 13 août. Quand on est atteint par certaines maladies, tous les ressorts de l'être physique semblent brisés. Toutes les énergies anéanties, tous les muscles relâchés, les os devenus mous comme la chair, et la chair liquide comme de l'eau. J'éprouve cela dans mon être moral d'une façon étrange et désolante. Je n'ai plus aucune force, aucun courage, aucune domination sur moi, aucun pouvoir même de mettre en mouvement ma volonté. 14 août. Je suis perdu. Quelqu'un possède mon âme et la gouverne. Quelqu'un ordonne tous mes actes, tous mes mouvements, toutes mes pensées. Je ne suis plus rien en moi, rien qu'un spectateur esclave et terrifié de toutes les choses que j'accomplis. Je désire sortir. Je ne peux pas. Il ne veut pas. Et je reste, éperdu, tremblant dans le fauteuil où il me tient assis. Je désire seulement me lever, me soulever, afin de me croire maître de moi. Je ne peux pas. Je suis rivé à mon siège, et mon siège adhère au sol, de telle sorte qu'aucune force ne nous souleverait. Puis,
tout d'un coup, il faut que j'aille au fond de mon jardin, cueillir des fraises et les manger. Et j'y vais. Je cueille des fraises et je les mange. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, est-il un Dieu? S'il en est un, délivrez-moi. Sauvez-moi, secourez-moi. Pardon, pitié, grâce, sauvez-moi. Oh, quelle souffrance, quelle torture, quelle horreur. 15 août. Certes, voilà comment était possédée et dominée ma pauvre cousine, quand elle est venue m'emprunter 5000 francs. Elle subissait un vouloir étranger en elle, comme une autre âme parasite et dominatrice. Est-ce que le monde va finir? Mais celui qui me gouverne, quel est-il, cet invisible, cet inconnaissable, ce rôdeur d'une race surnaturelle? Donc, les invisibles existent. Alors, comment depuis l'origine du monde ne se sont-ils pas encore manifestés d'une façon précise comme ils le font pour moi? Je n'ai jamais rien lu qui ressemble à ce qui s'est passé dans ma demeure. Oh, si je pouvais la quitter, si je pouvais m'en aller, fuir et ne pas revenir, je serais sauvé, mais je ne peux pas. 16 août. J'ai pu m'échapper aujourd'hui, pendant 2 heures, comme un prisonnier qui trouve ouverte, par hasard, la porte de son cachot. J'ai senti que j'étais libre tout à coup et qu'il était loin. J'ai ordonné d'atteler bien vite et j'ai gagné Rouen. Oh, quelle joie de pouvoir dire à un homme qui obéit, allez à Rouen. Je me suis fait arrêter devant la bibliothèque et j'ai prié qu'on me prêtât le grand traité du docteur Hermann Erestos sur les habitants inconnus du monde antique et moderne. Puis, au moment de remonter dans mon coupé, j'ai voulu dire « à la gare » et j'ai crié, je n'ai pas dit « j'ai crié », d'une voix si forte que les passants se sont retournés, « à la maison » et je suis tombé, affolé d'angoisse, sur le coussin de ma voiture. Il m'avait retrouvé et repris. 17 août. Quelle nuit, quelle nuit! Et pourtant, il me semble que je devrais me réjouir. Jusqu'à 1h du matin, j'ai lu. Hermann Erestos, docteur en philosophie et en théogonie, a écrit l'histoire et les manifestations de tous les êtres invisibles rôdant autour de l'homme ou rêvés par lui. Il décrit leurs origines, leurs domaines, leur puissance. Mais aucun d'eux ne ressemble à celui qui me hante. On dirait que l'homme, depuis qu'il pense, a pressenti et redouté un être nouveau, plus fort que lui, son successeur en ce monde, et que le sentant proche et ne pouvant prévoir la nature de ce maître, il a créé, dans sa terreur, tout le peuple fantastique des êtres occultes, fantômes vagues nés de la peur. Donc, ayant lu jusqu'à 1h du matin, j'ai été m'asseoir ensuite, auprès de ma fenêtre ouverte, pour rafraîchir mon front et ma pensée au vent calme de l'obscurité. Il faisait bon, il faisait tiède, comme j'aurais aimé cette nuit-là autrefois. Pas de lune. Les étoiles avaient au fond du ciel noir des scintillements frémissants. Qui habite ces mondes? Quelles formes? Quels vivants? Quels animaux? Quelles plantes sont là-bas? Ceux qui pensent dans ces univers lointains, que savent-ils plus que nous? Que voient-ils que nous ne connaissons pas? L'un d'eux, un jour ou l'autre, traversant l'espace, n'apparaîtra-t-il pas sur notre terre pour la conquérir, comme les Normands, jadis, traversaient la mer
pour asservir des peuples plus faibles. Nous sommes si infirmes, si désarmés, si ignorants, si petits, nous autres, sur ce grain de boue qui tourne délayé dans une goutte d'eau. Je m'assoupis en rêvant ainsi au vent frais du soir. Or, ayant dormi environ 40 minutes, je rouvris les yeux sans faire un mouvement, réveillé par je ne sais quelle émotion confuse et bizarre. Je ne vis rien d'abord, puis, tout à coup, il me sembla qu'une page du livre resté ouvert sur ma table venait de tourner toute seule. Aucun souffle d'air n'était entré par ma fenêtre. Je fus surpris et j'attendis. Au bout de 4 minutes environ, je vis, oui, je vis, de mes yeux, une autre page se soulever et se rabattre sur la précédente, comme si un doigt l'eût feuilleté. Mon fauteuil était vide, semblait vide, mais je compris qu'il était là, lui, assis à ma place, et qu'il lisait. D'un bond furieux, d'un bond de bête révoltée, qui va éventrer son dompteur, je traversai ma chambre pour le saisir, pour l'étreindre, pour le tuer. Mais mon siège, avant que je l'eusse atteint, se renversa comme si on eût fui devant moi, ma table oscilla, ma lampe tomba et s'éteignit, et ma fenêtre se ferma comme si un malfaiteur surpris se fût élancé dans la nuit, en prenant à pleine main les battants. Donc, il s'était sauvé, il avait eu peur de moi, lui. Alors, demain, ou après, ou un jour quelconque, je pourrais donc le tenir sous mes poings et l'écraser contre le sol? Est-ce que les chiens, quelquefois, ne mordent point et n'étranglent pas leur maître? 18 août. J'ai songé toute la journée. Oh, oui, je vais lui obéir, suivre ses impulsions, accomplir toutes ses volontés, me faire humble, soumis, lâche. Il est le plus fort, mais une heure viendra. 19 août. Je sais tout. Je viens de lire ceci dans la revue du Monde scientifique. Une nouvelle assez curieuse nous arrive de Rio de Janeiro. Une folie, une épidémie de folie, comparable aux démences contagieuses qui atteignirent les peuples d'Europe au Moyen-Âge, sévit en ce moment dans la province de San Paulo. Les habitants éperdus quittent leurs maisons, désertent leurs villages, abandonnent leur culture, se disant poursuivis, possédés, gouvernés comme un bétail humain par des êtres invisibles, bien que tangibles, des sortes de vampires qui se nourrissent de leur vie pendant leur sommeil et qui boivent en outre de l'eau et du lait sans paraître touchés à aucun autre aliment. Monsieur le professeur Don Pedro Henriquez, accompagné de plusieurs savants médecins, est parti pour la province de San Paulo afin d'étudier sur place les origines et les manifestations de cette surprenante folie et de proposer à l'empereur les mesures qui lui paraîtront le plus propres à rappeler à la raison ces populations en délire. Je me rappelle le beau 3 mois brésilien qui passa sous mes fenêtres en remontant la Seine le 8 mai dernier. Je le trouvais si joli, si blanc, si gai. L'être était dessus, venant de là-bas, où sa race est née, et il m'a vu. Il a vu ma demeure blanche aussi, et il a sauté du navire sur la rive. Oh mon Dieu! À présent, je sais, je devine, le règne de l'homme est fini. Il est venu, celui que redoutaient les premières terreurs des peuples naïfs, celui qu'exorcisaient les prêtres inquiets, que les sorciers évoquaient par les nuits sombres, sans le voir apparaître, encore,
à qui les pressentiments des maîtres passagers du monde prêtèrent toutes les formes monstrueuses ou gracieuses des gnomes, des esprits, des génies, des fées, des farfadets. Après les grossières conceptions de l'épouvante primitive, des hommes plus perspicaces l'ont pressenti plus clairement. Mesmer l'avait deviné, et les médecins, depuis 10 ans déjà, ont découvert d'une façon précise la nature de sa puissance avant qu'il l'eût exercée lui-même. Ils ont joué avec cette arme du Seigneur nouveau, la domination d'un mystérieux vouloir sur l'âme humaine devenue esclave. Ils ont appelé ça magnétisme, hypnotisme, suggestion. Que sais-je? Je les ai vus s'amuser comme des enfants imprudents avec cette horrible puissance. Malheur à nous, malheur à l'homme. Il est venu, comment se nomme-t-il? Et il me semble qu'il me crie son nom, et je ne l'entends pas. Oui, il le crie. J'écoute, je ne peux pas. Répète, Horla? J'ai entendu. Le Horla? C'est lui? Le Horla? Il est venu. Ah! Le vautour a mangé la colombe. Le loup a mangé le mouton. Le lion a dévoré le buffle aux cornes aiguës. L'homme a tué le lion avec la flèche, avec le glaive, avec la poudre, mais le Horla va faire de l'homme ce que nous avons fait du cheval et du bœuf, sa chose, son serviteur, et sa nourriture par la seule puissance de sa volonté. Malheur à nous. Pourtant, l'animal, quelquefois, se révolte et tue celui qui l'a dompté. Moi aussi je pourrais, mais il faut le connaître, le toucher, le voir. Les savants disent que l'œil de la bête, différent du nôtre, ne distingue point comme le nôtre. Et mon œil, à moi, ne peut distinguer le nouveau venu qui m'opprime. Pourquoi? Oh, je me rappelle à présent les paroles du moine du Mont Saint-Michel. Est-ce que nous voyons la 100 000e partie de ce qui existe? Tenez, voici le vent qui est la plus grande force de la nature, qui renverse les hommes, qui abat les édifices, déracine les arbres, soulève la mer en montagne d'eau, détruit les falaises et jette aux brisants les grands navires. Le vent qui tue, qui siffle, qui gémit, qui mugit, l'avez-vous vu et pouvez-vous le voir? Il existe pourtant. Et, je songeais encore, mon œil est si faible, si imparfait, qu'il ne distingue même point les corps durs, s'ils sont transparents comme le verre. Qu'une glace sans teint barre mon chemin, il me jette dessus, comme l'oiseau entré dans une chambre se casse la tête aux vitres. 1000 choses en outre le trompent et l'égarent. Quoi d'étonnant alors à ce qu'il ne sache point apercevoir un corps nouveau que la lumière traverse. Un être nouveau? Pourquoi pas? Il devrait venir, assurément. Pourquoi serions-nous les derniers? Nous ne le distinguons point, ainsi que tous les autres créés avant nous. C'est que sa nature est plus parfaite, son corps plus fin et plus fini que le nôtre si faible, si maladroitement conçu, encombré d'organes toujours fatigués, toujours forcés comme des ressorts trop complexes, que le nôtre, qui vit comme une plante et comme une bête, en se nourrissant péniblement d'air, d'herbe et de viande, machine animale en proie aux maladies, aux déformations, aux putréfactions, poussive, mal réglée, naïve et bizarre, ingénieusement mal faite, œuvre grossière et délicate, ébauche d'êtres qui pourraient devenir intelligents et superbes.
Nous sommes quelques-uns, si peu sur ce monde, depuis l'huître jusqu'à l'homme. Pourquoi pas un de plus, une fois accomplie, la période qui sépare les apparitions successives de toutes les espèces diverses? Pourquoi pas un de plus? Pourquoi pas aussi d'autres arbres aux fleurs immenses, éclatantes et parfumant des régions entières? Pourquoi pas d'autres éléments que le feu, l'air, la terre et l'eau? Ils sont 4, rien que 4, ces pères nourriciers des êtres. Quelle pitié! Pourquoi ne sont-ils pas 40, 400, 4000? Comme tout est pauvre, mesquin, misérable, avarement donné, sèchement inventé, lourdement fait. Ah, l'éléphant, l'hippopotame, que de grâce, le chameau, que d'élégance. Mais, diriez-vous, le papillon, une fleur qui vole. J'en rêve un qui serait grand comme 100 univers, avec des ailes dont je ne puis même exprimer la forme, la beauté, la couleur et le mouvement. Mais je le vois, il va d'étoile en étoile, les rafraîchissant et les embaumant au souffle harmonieux et léger de sa course. Et les peuples de là-haut le regardent passer, extasiés et ravis. Qu'ai-je donc? C'est lui, le Horla, qui me hante, qui me fait penser ses folies. Il est en moi, il devient mon âme, je le tuerai. 19 août. Je le tuerai, je l'ai vu. Je me suis assis hier soir à ma table, et je fis semblant d'écrire avec une grande attention. Je savais bien qu'il viendrait rôder autour de moi, tout près, si près que je pourrais peut-être le toucher, le saisir, et alors j'aurais la force de désespérer. J'aurais mes mains, mes genoux, ma poitrine, mon front, mes dents pour l'étrangler, l'écraser, le mordre, le déchirer. Et je le guettais avec tous mes organes surexcités. J'avais allumé mes 2 lampes et les 8 bougies de ma cheminée, comme si j'eusse pu, dans cette clarté, le découvrir. En face de moi, mon lit, un vieux lit de chêne à colonnes. À droite, ma cheminée. À gauche, ma porte fermée avec soin, après l'avoir laissée longtemps ouverte, afin de la tirer. Derrière moi, une très haute armoire à glace qui me servait chaque jour pour me raser, pour m'habiller, et où j'avais coutume de me regarder, de la tête aux pieds, chaque fois que je passais devant. Donc, je faisais semblant d'écrire, pour le tromper, car il m'épiait lui aussi. Et soudain, je fus certain qu'il lisait par-dessus mon épaule, qu'il était là, frôlant mon oreille. Je me dressai, les mains tendues, en me tournant si vite que je faillis tomber. Eh bien, on y voyait comme en plein jour, et je ne me vis pas dans ma glace. Elle était vide, claire, profonde, pleine de lumière. Mon image n'était pas dedans, et j'étais en face, moi. Je voyais le grand verre limpide du haut en bas, et je regardais cela avec des yeux affolés. Et je n'osais plus avancer, je n'osais plus faire un mouvement, sentant bien pourtant qu'il était là, mais qu'il m'échapperait encore, lui dont le corps imperceptible avait dévoré mon reflet. Comme j'eus peur. Puis voilà que tout à coup, je commençai à m'apercevoir dans une brume, au fond du miroir, dans une brume comme à travers une nappe d'eau, et il me semblait que cette eau glissait de gauche à droite, lentement, rendant plus précise mon image de seconde en seconde. C'était comme la fin d'une éclipse. Ce qui me cachait ne paraissait point posséder de contours nettement arrêtés, mais une sorte de transparence opaque s'éclaircissant peu à peu. Je pus enfin me distinguer complètement.
ainsi que je le fais chaque jour en me regardant. Je l'avais vu, l'épouvante m'en est restée, qui me fait encore frissonner. 20 août. Le tuer? Comment? Puisque je ne peux l'atteindre. Le poison? Mais il me verrait le mêler à l'eau. Et nos poisons, d'ailleurs, auraient-ils un effet sur son corps imperceptible? Non, non, sans aucun doute. Alors... 21 août. J'ai fait venir un serrurier de Rouen et lui ai commandé pour ma chambre des persiennes de fer, comme en ont, à Paris, certains hôtels particuliers au rez-de-chaussée, par crainte des voleurs. Il me fera, en outre, une porte pareille. Je me suis donné pour un poltron, mais je m'en moque. 10 septembre. Rouen, hôtel Continental. C'est fait, c'est fait. Mais est-il mort? J'ai l'âme bouleversée de ce que j'ai vu. Hier donc, le serrurier ayant posé ma persienne et ma porte de fer, j'ai laissé tout ouvert, jusqu'à minuit, bien qu'il commençât à faire froid. Tout à coup, j'ai senti qu'il était là, et une joie folle m'a saisi. Je me suis levé, lentement, et j'ai marché à droite, à gauche, longtemps, pour qu'il ne devinât rien. Puis, j'ai ôté mes bottines et mis mes savates avec négligence. Puis, j'ai fermé ma persienne de fer et, revenant à pas tranquille vers la porte, j'ai fermé la porte aussi à double tour. Retournant alors vers la fenêtre, je la fixai par un cadenas dont je mis la clé dans ma poche. Tout à coup, je compris qu'il s'agitait autour de moi, qu'il avait peur à son tour, qu'il m'ordonnait de lui ouvrir. Je faillis céder, je ne cédai pas, mais m'adossant à la porte, je l'entrebâillai, tout juste assez pour passer, moi, à reculons, et comme je suis très grand, ma tête touchait au linteau. J'étais sûr qu'il n'avait pu s'échapper, et je l'enfermai, tout seul, tout seul. Quelle joie! Je le tenais. Alors, je descendis en courant. Je pris dans mon salon, sous ma chambre, mes 2 lampes, et je renversai toute l'huile sur le tapis, sur les meubles, partout. Puis, j'y mis le feu, et je me sauvai, après avoir bien refermé, à double tour, la grande porte d'entrée. Et j'allai me cacher, au fond de mon jardin, dans un massif de lauriers. Comme ce fut long, comme ce fut long. Tout était noir, muet, immobile. Pas un souffle d'air, pas une étoile. Des montagnes de nuages qu'on ne voyait point, mais qui pesaient sur mon âme, si lourd, si lourd. Je regardais ma maison, et j'attendais. Comme ce fut long. Je croyais déjà que le feu s'était éteint tout seul, ou qu'il l'avait éteint, lui, quand une des fenêtres d'en bas creva sous la poussée de l'incendie, et une grande flamme rouge et jaune, longue, molle, caressante, monta le long du mur blanc et le baisa jusqu'au toit. Une lueur courut dans les arbres, dans les branches, dans les feuilles, et un frisson de peur aussi. Les oiseaux se réveillaient, un chien se mit à hurler. Il me sembla que le jour se levait. 2 autres fenêtres éclatèrent aussitôt, et je vis que tout le bas de ma demeure n'était plus qu'un effrayant brasier. Mais un cri horrible, suraigu, déchirant, un cri de femme passa dans la nuit, et 2 mansardes s'ouvrirent.
J'avais oublié mes domestiques. Je vis leurs faces affolées et leurs bras qui s'agitaient. Alors, éperdu d'horreur, je me mis à courir vers le village en hurlant. Au secours! Au secours! Au feu! Au feu! Je rencontrai des gens qui s'en venaient déjà, et je retournai avec eux pour voir. La maison, maintenant, n'était plus qu'un bûcher horrible et magnifique, un bûcher monstrueux, éclairant toute la terre, un bûcher où brûlaient des hommes et où il brûlait aussi, lui, mon prisonnier, l'être nouveau, le nouveau maître, le Horla. Soudain, le toit tout entier s'engloutit entre les murs et un volcan de flammes jaillit jusqu'au ciel. Par toutes les fenêtres ouvertes, sur la fournaise, je voyais la cuve de feu, et je pensais qu'il était là, dans ce four, mort. Mort, peut-être. Son corps que le jour traversait, n'était-il pas indestructible par les moyens qui tuent les nôtres? S'il n'était pas mort, seul, peut-être, le temps a prise sur l'être invisible et redoutable. Pourquoi ce corps transparent, ce corps inconnaissable, ce corps d'esprit, s'il devait craindre lui aussi les maux, les blessures, les infirmités, la destruction prématurée? La destruction prématurée? Toute l'épouvante humaine vient d'elle. Après l'homme, le Horla. Après celui qui peut mourir tous les jours, à toutes les heures, à toutes les minutes, par tous les accidents, est venu celui qui ne doit mourir qu'à son jour, à son heure, à sa minute, parce qu'il a touché la limite de son existence. Non, non, sans aucun doute, il n'est pas mort. Alors, il va donc falloir que je me tue, moi. L'histoire s'achève. Merci de m'avoir écouté sur Voix Nocturne. Si cette lecture vous a fait du bien, vous pouvez vous abonner. Et je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle histoire. Bonne nuit.